Une jeune femme de 18 ans, originaire d'Alaska, a disparu du café où elle travaillait. D'étranges messages ont commencé à affluer de son téléphone, mais la police et le FBI n'ont trouvé aucune piste. Au terme d'une enquête approfondie, ils sont parvenus à découvrir la vérité, mais tous étaient loin d'imaginer qu'ils avaient affaire à l'un des crimes les plus horribles de l'histoire. Samantha Koenig est née le 30 août 1993 à Anchorage, en Alaska. La plus grande agglomération de l'État se caractérise par un mode de vie calme et mesuré, un climat rigoureux et de vastes étendues entourées de montagnes enneigées. La jeune fille aimait beaucoup les animaux, c'est pourquoi, après l'école, elle envisageait de trouver un emploi dans ce domaine. Elle envisageait également une carrière de médecin. Samantha a même envisagé de s'engager dans la marine en tant qu'infirmière. Pendant son temps libre, elle a travaillé à temps partiel dans un restaurant Subway et chez un concessionnaire Harley-Davidson. Début 2012, à l'âge de 18 ans, elle a trouvé un autre emploi à temps partiel dans une petite chaîne de café du centre-ville. Samantha était ravie de cette opportunité. Tout d'abord, le travail était assez facile. Deuxièmement, elle devait être seule pendant son service, de sorte que tout le processus de travail ne dépendait que d'elle. Son petit ami, cependant, ne partageait pas cet enthousiasme. Il était inquiet à l'idée que Samantha doive travailler seule toute la nuit à essayer de l'en dissuader, mais il a fini par soutenir sa décision à condition qu'il vienne la chercher après chaque service. Elle lui a assuré que le café était équipé de caméras et même d'un bouton d'alarme permettant d'appeler la police. Même si le café se trouve au milieu de nulle part, il s'agit d'une zone relativement déserte, comme la plupart des quartiers d'Anchorage. La ville a une faible densité de population, de sorte que même dans le centre-ville, on peut voir des rues vides. De plus, en Alaska, les heures de clarté sont courtes en hiver et Samantha doit donc travailler beaucoup pendant les heures d'obscurité. Samantha est tombée amoureuse de son travail et a rapidement pris ses marques. Début février, elle travaillait déjà depuis un mois et, le premier du mois, elle s'apprêtait à terminer son service à 20 h, comme d'habitude. Un client s'est présenté 5 minutes avant la fermeture du café et a commandé un grand americano. Samantha prépare la boisson et se tourne vers la vitrine pour la donner au client. Celui-ci a pris le verre et a immédiatement pointé une arme sur la jeune femme. Un homme non identifié portant une cagoule a déclaré qu'il allait la voler et a exigé que les lumières du café soient éteintes. Samantha s'exécute et l'agresseur entre immédiatement par la fenêtre. Une caméra de surveillance a tout filmé, mais ses témoins silencieux n'ont pas pu l'aider. Effrayée par le voleur armé, elle n'a pas non plus appuyé sur le bouton de panique. Une fois à l'intérieur du café, l'agresseur a ligoté Samantha et lui a demandé où était garée sa voiture. La jeune femme a répondu qu'elle n'en avait pas et a ajouté que son petit ami serait là d'une minute à l'autre pour venir la chercher. L'homme l'a ensuite emmenée à l'extérieur et s'est dirigé vers sa voiture. Pendant qu'il regardait autour de lui, Samantha a réussi à se libérer et à courir, mais l'agresseur l'a rapidement rattrapée et l'a attrapée. Malheureusement, il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là, et personne n'a pu l'aider. L'homme lui a dit que si elle essayait encore de s'enfuir, il la tuerait. Il a ensuite conduit la jeune femme de l'autre côté de la rue jusqu'à sa camionnette et l'a installée sur le siège passager. L'agresseur s'était manifestement préparé à l'avance, puisque les plaques d'immatriculation avaient été retirées de la voiture. Alors qu'il la conduisait vers une destination inconnue, l'homme a déclaré qu'il ne voulait qu'une rançon de la part de la famille de la jeune femme et que Samantha pourrait ensuite rentrer chez elle. Il ne lui a toujours pas montré son visage, qui était dissimulé par une cagoule. Tout au long du trajet, la jeune femme a tenté de le convaincre de la laisser partir et lui a dit que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais le ravisseur n'a pas voulu l'écouter. À un moment donné, il a demandé à Samantha où se trouvait son téléphone. La jeune femme a répondu qu'elle l'avait laissé dans un café, ce qui a mis le ravisseur en colère. Il avait besoin du téléphone pour son plan de rançon. Il est donc retourné au café pour récupérer le smartphone et a envoyé 2 messages à partir de celui-ci au patron de Samantha et à son petit ami. Dans ces messages, le ravisseur écrit au nom de la jeune femme qu'elle est fatiguée et qu'elle va quitter la ville avec des amis pendant quelques jours. Pendant tout ce temps, Samantha se trouvait dans sa camionnette. Après avoir envoyé des SMS, le ravisseur a retiré la batterie du téléphone et a repris le volant. Il a conduit la jeune femme dans un lieu tenu secret, qui ressemblait à une grange, et lui a demandé de s'asseoir tranquillement. L'homme a déclaré que si elle essayait de crier, il la tuerait. Il a également ajouté qu'il disposait d'un scanner de police et que si elle parvenait à appeler à l'aide, il le saurait immédiatement. L'agresseur a exigé la carte de crédit de Samantha, mais les choses n'étaient pas si simples. La jeune femme a déclaré qu'elle partageait un compte bancaire avec son petit ami et que la carte était en sa possession. L'homme a donc décidé de la voler, après avoir pris connaissance de l'adresse et du code PIN de son ami. Il a laissé Samantha ligoter seule et est allé chercher la carte.
La jeune femme lui a dit qu'elle était toujours dans la voiture de l'homme. Une fois sur place, l'auteur a vu la bonne voiture et a commencé à la forcer. C'est à ce moment précis que l'homme l'a aperçue par la fenêtre et s'est précipité à l'extérieur, mais il est arrivé trop tard. Le ravisseur a pris la carte et s'est rapidement enfui. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté à un distributeur de billets pour vérifier le code PIN, puis il est retourné chez Samantha. Pendant ce temps, la famille et le petit ami de la jeune femme sont paniqués. L'homme ne croit pas une seconde que le message lui soit destiné, et tout le monde comprend qu'il est arrivé quelque chose de grave à Samantha, mais à ce moment-là, personne ne fait le lien entre le vol de la carte de crédit et la disparition de la jeune femme. Le type ne pensait même pas que les événements pouvaient être liés de quelque manière que ce soit. À la tombée de la nuit, la famille de Samantha a contacté la police, qui a entamé des recherches. Bien entendu, la première chose qu'ils ont faite a été de regarder les images des caméras du café et ils ont immédiatement été témoins de son enlèvement. Le FBI est rapidement intervenu, mais il n'a trouvé aucune piste sérieuse. L'auteur de l'enlèvement s'était manifestement préparé avec soin. Aucun détail permettant de l'identifier n'a été filmé. Pendant ce temps, les parents de la jeune femme, avec l'aide de personnes concernées, ont réuni les 41 000 $ qu'ils avaient promis pour obtenir des informations sur le lieu où se trouve Samantha. Les parents étaient constamment interviewés par les chaînes de télévision locales, suppliant qu'on leur donne la moindre information sur le sort de leur fille. Des prospectus avec la photo de Samantha et des informations sur la récompense sont apparus dans tout Anchorage, mais la police n'a jamais reçu un seul témoin de valeur. Au fil des jours, les inspecteurs, qui cherchaient désespérément des réponses, ont commencé à interroger toutes les personnes que Samantha connaissait, y compris son petit ami et des membres de sa famille, mais ils ont rapidement déterminé qu'aucun d'entre eux n'avait quelque chose à voir avec l'enlèvement. Près d'un mois s'est écoulé. Le 24 février, le petit ami de Samantha a reçu un nouveau message de son numéro 10 ans, panneau Conner Park, sous la photo d'Albert. N'est-elle pas mignonne? Les enquêteurs ont immédiatement compris qu'il s'agissait du parc local de Connors Bog et, avec les proches de la jeune femme, ils s'y sont rendus. Au bout d'un moment, ils ont compris ce que le ravisseur voulait dire. Il y avait un stand dans le parc avec divers prospectus, parmi lesquels se trouvait la photo d'un chien mort nommé Albert. Les propriétaires ont placé ce prospectus sur le stand pour dire au revoir à leur animal, mais les inspecteurs ont remarqué qu'il y avait un sac en plastique sous le prospectus. En l'ouvrant, ils découvrent une photo Polaroid de Samantha en arrière-plan, un journal du 13 février et une lettre écrite à la machine à écrire dans laquelle le ravisseur exige que 30 000 $ soient déposés sur son compte en banque. Il promet de tuer la jeune femme si ces conditions ne sont pas remplies. La police et le FBI ont immédiatement mis au point un plan qui pourrait leur permettre d'attraper ce criminel réfléchi. Ils ont demandé au père de la jeune femme de recharger la carte en plusieurs fois afin que le kidnappeur soit obligé de se rendre à plusieurs reprises aux guichets automatiques. C'est ce qu'il a fait. L'homme a d'abord déposé 5 000 €, qui ont été retirés quelques heures plus tard de l'un des distributeurs d'Anchorage. Le kidnappeur a été filmé, mais même là, les détectives n'ont pas réussi. L'homme portait un chapeau, une cagoule, des lunettes et ce qui semblait être une fausse barbe et une fausse moustache. Il était impossible de l'identifier à partir de la photo. La police s'est immédiatement rendue au distributeur, mais le voleur avait déjà pris la fuite. Une semaine plus tard, le voleur a retiré une autre somme d'argent à Wilcox, en Arizona, à l'autre bout des États-Unis. Il a parcouru 6 000 miles pour semer les enquêteurs, mais ceux-ci ont continué à surveiller ses activités. Le retrait suivant a eu lieu à Lordsburg, au Nouveau-Mexique, à 1 heure de l'Arizona. Il a ensuite effectué 2 autres retraits dans différentes villes du Texas. Entre-temps, la police a examiné attentivement les photos des distributeurs automatiques de billets. Ils se sont rapidement rendus compte que le criminel avait commis une grave erreur à Wilcox. Il avait laissé sa voiture dans le champ de vision de l'appareil photo, de sorte que les détectives connaissaient désormais le modèle de sa voiture. Bien sûr, il était impossible de distinguer les plaques d'immatriculation sur une telle image, mais ils avaient désormais une base de travail. Les enquêteurs craignaient que le ravisseur ne traverse la frontière avec le Mexique. Toutes les patrouilles ont donc reçu l'ordre d'arrêter les Ford Focus blanches. Quelques jours plus tard, le 13 mars, une patrouille routière du Texas a repéré un véhicule de cette marque sur le parking d'un hôtel. Un homme est assis au volant. L'agent décide d'attendre qu'il s'arrête et de le suivre. Rapidement, l'homme sort du parking et s'engage sur l'autoroute. Dès que le conducteur a dépassé la limite de vitesse autorisée de 3 miles, le policier lui a ordonné de s'arrêter au bord du trottoir. Cette mesure visait à endormir la vigilance du suspect. Si un dangereux criminel est au volant, il peut être armé et prêt à se défendre jusqu'au dernier homme. Le conducteur de la Ford blanche s'est avéré être Israel Kay, 34 ans, d'Anchorage.
Le policier a été immédiatement alerté et a décidé de fouiller sa voiture, appelant des renforts au passage. Le téléphone portable de Samantha et la carte bancaire de son petit ami ont été retrouvés dans la voiture. On y trouve également une arme à feu, une fausse moustache, une barbe et des lunettes noires. La police n'a aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'enlèvement de Samantha, mais elle reste choquée car Kay n'avait jamais attiré son attention. L'homme avait un casier judiciaire parfaitement vierge. Il vivait avec sa petite amie et sa fille de 10 ans et dirigeait avec succès sa petite entreprise de construction. Ses connaissances le respectaient et lui faisaient confiance. Même certains membres du bureau du procureur d'Anchorage faisaient appel à ses services de réparation et de construction, mais une question préoccupait tout le monde: où était Samantha Koenig? Lors de l'interrogatoire, Kay s'est montré extrêmement calme. Il plaisante et rit beaucoup. Les agents du FBI ont continué à dialoguer avec lui et, au bout d'un moment, il a avoué ce qu'il avait fait. Kay a déclaré qu'il avait prévu de cambrioler ce café depuis plusieurs jours. Il ne savait pas à l'avance s'il allait kidnapper l'employé. En outre, il avait élaboré 2 règles, qu'il a lui-même enfreintes. Ne jamais chercher de victimes près de chez lui et ne jamais les transporter dans sa voiture. Tout cela l'a fait hésiter lorsqu'il s'est trouvé devant Samantha dans un café sombre, mais il a pris la décision d'agir jusqu'au bout. Le soir de l'enlèvement, il l'a conduite jusqu'à la remise située dans l'arrière-cour de sa maison, où se trouvaient sa fille et sa petite amie. L'auteur de l'enlèvement a allumé la radio au cas où sa victime essaierait de crier et est parti chercher la carte bancaire. À son retour, Israël est entré discrètement dans la maison, en essayant de ne pas réveiller sa famille, s'est servi un verre de vin et est allé dans la grange. Là, il a abusé de Samantha et l'a tuée. Mais qu'en est-il de la photo trouvée dans le parc? Elle portait le numéro du journal du 13 février, 2 semaines après l'enlèvement, et Samantha y apparaissait vivante, mais en fait elle était morte depuis le début et il n'y a aucune manipulation sur la photo. Kay a fixé ses paupières de manière à ce que ses yeux soient ouverts et a maquillé son visage. Selon un détective qui a assisté à l'interrogatoire, Israël a raconté les détails du meurtre avec une telle aisance, comme s'il énumérait les aliments qu'il avait mangés au petit déjeuner. L'auteur du crime a accepté de tout raconter à condition que la partie de l'interrogatoire consacrée aux aveux ne soit pas publiée. Il ne voulait pas que sa fille entende tout. Ce faisant, il a tué Samantha à quelques dizaines de mètres de sa chambre. Les inspecteurs pensaient déjà que l'histoire de Kay touchait à sa fin, mais ce n'était que le début. Le matin suivant le meurtre, Israël et sa famille sont partis en croisière en mer depuis la Nouvelle-Orléans. Les billets avaient été achetés à l'avance, et l'auteur savait parfaitement qu'il commettait ce meurtre quelques heures avant le départ. Il devait donc laisser le corps quelque part pour que personne ne le découvre. Kay a fait simple et l'a laissé dans la même grange. Comme il faisait très froid dehors, le corps a rapidement gelé. Lorsque Kay est rentré chez lui 2 semaines plus tard, il a pris une photo avec un journal et a utilisé une machine à écrire pour rédiger une lettre de demande de rançon. Il a ensuite découpé le corps en morceaux et s'est rendu à un petit lac situé à 40 minutes d'Anchorage. À l'aide d'une tronçonneuse, il a fait des trous dans la glace, où il a placé des sacs contenant des parties du corps et des poids supplémentaires. Après tout cela, le maniaque est allé pêcher en hiver. Il a fallu 10 heures aux plongeurs de la police pour récupérer ces sacs au fond de l'eau. Les détectives ont également appris que lors de ses déplacements entre les distributeurs automatiques de billets à travers les États-Unis, Kay utilisait une voiture de location, la même Ford Focus blanche. À un moment donné, il a eu un problème de fonctionnement et s'est rendu chez l'un des concessionnaires pour faire changer la voiture. Étonnamment, ce moment a joué un rôle clé dans l'arrestation du coupable. La voiture a été filmée par une caméra ATM avant la panne, et toute la police était à la recherche de ce modèle particulier. Le concessionnaire lui a donné la même Focus blanche parce qu'il n'avait pas d'autre voiture convenable à ce moment-là. Si la situation avait été différente, il n'aurait jamais été arrêté. Finalement, lors de l'interrogatoire, Kay a confirmé ce que les enquêteurs avaient déjà deviné. Samantha n'était pas sa première victime. L'auteur avait promis de leur raconter tous les crimes qu'il avait commis en échange de 2 conditions. Premièrement, il voulait une condamnation à mort garantie et exigeait qu'elle soit exécutée dans l'année qui suivait son prononcé. Deuxièmement, il demandait que tout ce qu'il disait soit caché à la presse. Ces conditions surprennent les inspecteurs, mais ils ne voient aucune raison de refuser, et le maniaque commence à leur raconter des histoires d'horreur. Israël a commencé à commettre des crimes dès son plus jeune âge. Il s'introduisait dans les maisons des autres, volait, allumait des feux dans les bois et torturait les animaux. Ses parents étaient profondément croyants, mais ils pratiquaient une branche du christianisme très discutable et impopulaire. En raison des changements constants des préférences religieuses de ses parents, il déménage régulièrement à travers le pays. À l'âge de 20 ans, Kay s'est engagé dans l'armée, où il a passé 3 ans. Quelques mois auparavant,
il avait abusé d'une jeune femme prise au hasard dans un parc de l'Oregon. Interrogé, Israël a déclaré qu'il voulait quitter l'armée le plus tôt possible pour pouvoir commencer à tuer. Après avoir quitté l'armée à l'âge de 23 ans, il a commencé à tuer. Kay fabriquait des caches d'armes dans les bois afin de pouvoir s'y rendre à tout moment et commencer à chercher des victimes. La police a trouvé 2 de ces caches à Anchorage et à New York. À l'intérieur se trouvait de l'argent, des couteaux, des armes à feu et du matériel pour l'élimination des corps. Au cours des années suivantes, il a régulièrement chassé dans différents États, mais le nombre exact de ses victimes n'est toujours pas connu. Le FBI n'a pu identifier que 5 d'entre elles, mais les détectives pensent que Kay a commis au moins 11 meurtres, et il ne s'agit là que des cas où de nombreux facteurs indiquent son implication. Au total, le nombre de meurtres pourrait s'élever à 30. En outre, Israël cambriolait des banques, des magasins et des maisons privées afin d'avoir toujours assez d'argent pour acheter des armes et voyager. Dans ces cachettes, découvertes après les interrogatoires, on a constaté qu'il disposait de réserves d'argent considérables. Malgré tout cela, l'homme n'a jamais attiré l'attention de la police, sauf à une occasion. Lors de tous les interrogatoires, il a nié son implication, mais les inspecteurs ne l'ont pas cru. Le 3 mars 1996, une jeune fille de 12 ans, Julie Harris, a disparu. Israel Kay, qui avait 16 ans à l'époque, vivait dans le même quartier. La police l'a soupçonné après qu'un témoin a trouvé Julie près de Kay peu avant sa disparition. Ce n'est qu'un an plus tard que les restes de la jeune fille ont été retrouvés dans la rivière, et son meurtrier n'a jamais été arrêté. Lors des interrogatoires menés après le meurtre de Samantha, Kay a nié son implication, mais les enquêteurs n'ont pas voulu le croire sur parole. Il ne disposait toutefois d'aucune preuve directe. Lors d'une conversation avec des agents du FBI, Israël a admis qu'il étudiait les tueurs en série depuis son enfance. Son idole était Ted Bundy et le maniaque voulait lui ressembler. Il n'éprouvait aucun remords à l'égard de ses victimes et racontait volontiers comment il parvenait à mener 2 vies complètement différentes. D'un côté, il était un père de famille et un homme d'affaires convenable, et de l'autre, un tueur inhumain. La seule chose qui laisse entrevoir des sentiments est que Kay a demandé aux inspecteurs de ne pas révéler les détails de ses crimes à sa fille. Il a également déclaré qu'il n'avait jamais tué d'enfants ou de personnes qui en avaient, toujours à cause de sa propre fille. Les agents du FBI ne le croyaient pas, mais ils ne pouvaient pas prouver le contraire. Ils ont tous été contraints d'admettre qu'Israël était un maniaque extrêmement réfléchi qui n'avait commis qu'une seule erreur dans toute sa série de crimes. Les enquêteurs espéraient qu'il leur raconterait lui-même toutes ces atrocités, mais cela ne s'est jamais produit. 9 mois après son arrestation, Kay s'est suicidé dans sa cellule, alors que les agents du FBI avaient passé des centaines d'heures à l'interroger jusqu'à ce moment-là, et qu'il leur avait caché beaucoup de choses. 11 dessins représentant des crânes ont été retrouvés sous le lit de sa cellule. Il est possible que chacun d'entre eux symbolise une victime. Les images de ces dessins n'ont été publiées qu'en 2020. Ainsi, Israel Kay peut être considéré comme l'un des maniaques les plus violents et les plus élaborés. Il a réussi à maintenir une réputation irréprochable, en commettant des dizaines de crimes différents et en s'en tirant toujours. S'il n'avait pas laissé sa voiture à la vue des caméras, il n'aurait peut-être jamais été arrêté. Les enquêteurs ne doutent pas que s'il l'avait été, il aurait continué à tuer. Kay lui-même a déclaré qu'il considérait le meurtre comme son but dans la vie et qu'il prévoyait de continuer à chasser des gens jusqu'à ce qu'ils soient attrapés. Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.